Après la collection « Alerte », le triptyque humaniste existentiel, qui comprend son fascicule de présentation, son livre 1, Le dernier regard en 2 tomes, son livre 2, Les fictions de la science en 2 tomes, son livre 3, L'insouciance de la conscience en 2 tomes, son fascicule d'expertise. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 et aussi en collection luxe tout en couleur. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Et également la seconde collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Science. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 ou en livre de poche. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Nous vous proposons maintenant le dernier ouvrage, Humanoïde du même auteur-éditeur. Vous pensez tout savoir sur le fonctionnement de la société humaine? Vous allez avoir des surprises. Vous voulez connaître comment la société humaine est organisée. Pourquoi elle est organisée de cette manière? Par qui elle est organisée? Pour qui elle est organisée? Quelles sont les finalités d'une telle organisation? Les réponses à toutes vos questions se trouvent dans ce dernier ouvrage. Humanoïde. Chapitre 16. Les constructions monétaires. Des monnaies historiques. Le troc, contrairement à l'idée largement et volontairement diffusée, n'a été utilisé, historiquement, que dans les cas d'effondrement total d'un modèle économique. C'est ce qu'on appelle l'argent, qui domine le système économique de l'espèce humaine. C'est la masse monétaire circulante qui définit les processus économiques. Mais, comment fonctionne l'argent? L'idée, là aussi, largement et volontairement diffusée, voudrait que l'argent soit fabriqué par chaque État. Que l'argent des individus, déposé sur un compte bancaire, soit leur propriété. Que les prêts bancaires, accordés par les banques, soient l'argent résultant des dépôts des autres clients de chaque banque. Cette confusion, parfaitement organisée, permet au modèle bancaire de s'octroyer un parfait contrôle des États et de leurs citoyens. Comment fonctionnent les banques? La compréhension du système monétaire et bancaire n'est possible qu'à partir de ces dérives. Plusieurs modèles de monnaie sont actuellement utilisés. La monnaie en espèces est seulement fabriquée par la Banque centrale. Sa raison est de faire appliquer une politique monétaire. La Banque centrale européenne est l'institution de fabrication de la monnaie en espèces, en pièces et billets de la zone euro dans quelques pays de l'Europe occidentale. Une autre monnaie, appelée scripturale, est utilisée par les banques privées. Et enfin les monnaies dites locales ne sont qu'une tolérance passagère dans certains États. La monnaie scripturale des banques privées dirige tous les systèmes économiques régentant l'argent des entreprises et des particuliers. Les banques ont aussi pour rôle de distribuer l'argent en espèces émis par la Banque centrale des États membres. Elles réalisent les transactions par chèque, carte bancaire, virements et prélèvements. C'est le besoin de crédit qui a permis le développement monétaire, mais pas seulement. Le crédit a obligé les communautés à instaurer l'écriture et le calcul, par des étalonnages de poids et de systèmes de mesure. L'évolution a ensuite instauré l'école, puis les pouvoirs, législatifs, exécutifs et judiciaires, accompagnés des forces coercitives.
La monnaie, en vigueur sur notre planète, n'aurait été instaurée que 700 ans avant l'ère chrétienne. Elle est devenue un outil de domination au service des souverains, puis des États. Les castes dirigeantes auront pu ainsi contraindre les peuples à leur payer des impôts et à s'enrichir sur leur dos, par la violence, le racket et l'extorsion. Elles en ont profité pour mettre en fonction des armées et faire des guerres de prise de pouvoirs et d'espace. Elles pouvaient développer leur richesse à l'aide de cette création monétaire et des contraintes exercées. La servitude pour la dette était ainsi mise à leur service. Il s'agissait en fait de systèmes d'extorsion du labeur réalisé par leurs sujets. Ces castes avaient établi le principe d'enrichissement par la rente et d'un esclavagisme à leur service. Le système bancaire est un intermédiaire entre l'État détenteur de la monnaie en espèces et les citoyens. Mais le système bancaire crée l'argent scriptural privé. Lorsqu'un citoyen ou une entreprise demande un crédit, sa banque se contente d'en enregistrer les montants. Après le remboursement de chaque emprunt, le montant précédemment engagé est tout simplement détruit. Il s'agit d'une monnaie créée à partir de rien et n'ayant qu'une existence virtuelle et temporaire. C'est aussi à partir de rien que les banques créent la monnaie servant à couvrir leurs frais de fonctionnement et leurs achats. Ce ne sont donc pas les États qui créent la monnaie, il ne s'agit là que d'une illusion soigneusement inculquée, car leur argent est bien trop insuffisant. Le montant de la monnaie étatique ne représente que 7% de la masse monétaire en circulation. La monnaie servant aux échanges pour les achats des biens et des services est bien créée par les banques commerciales privées qui en détiennent tout le privilège. C'est grâce à ce transfert de compétences que les États peuvent prélever les impôts et les taxes par l'intermédiaire du Trésor public. Les États mettant ensuite en place la législation et les moyens coercitifs de leur recouvrement au profit d'un meilleur fonctionnement des banques privées. Chaque compte courant ne représente pas un stock de billets émis par l'État et détenu par la banque, mais simplement un chiffre sur une ligne comptable dans le programme de comptabilité d'un ordinateur de cette banque. Cela signifie que la banque crée de la monnaie, ex nihilo, soit à partir de rien. À titre d'exemple, si tous les détenteurs de comptes bancaires demandaient à retirer leurs avoirs au même moment, la banque serait dans la totale incapacité de les payer. Elle serait immédiatement déclarée en faillite, malgré l'existence d'un fonds de garantie bancaire trop peu doté, et cela s'est déjà produit. Un tel processus a été engagé en 1988, aux États-Unis avec les « produits toxiques », c'est-à-dire des crédits non remboursés par les clients de la banque. Cela veut tout simplement dire que si une banque était déclarée en faillite, pour quelque raison qu'il soit, vous perdriez la totalité de vos avoirs que vous aviez placés sur votre compte courant bancaire. Les unités de compte bancaire auront simplement disparu. Les unités de compte n'étaient, en fait, que des reconnaissances de dette de la banque qui était devenue propriétaire des avoirs qui lui avaient été confiés. Ce qui est inscrit sur votre compte courant bancaire ou des divers moyens de placement de votre argent n'est qu'une promesse de remboursement faite par votre banque. Les transferts monétaires entre les banques devraient être effectués par l'intermédiaire de la banque centrale, les modèles de comptabilité bancaire étant tout différents et concurrentiels. En réalité, les transferts sont effectués par une chambre de compensation, par exemple, Clearstream. Il convient ainsi de comprendre qu'une banqueroute des principales banques provoquerait immanquablement des désordres économiques et sociaux par un appauvrissement immédiat des populations, c'est ce qui s'est passé en 1929. Les désordres bancaires de 2008 ont été compensés par le renflouement des banques, avec l'argent des contribuables. Il devient particulièrement indispensable de comprendre que les économies publiques des États sont dans le pouvoir des banques commerciales privées. Cette situation ubuesque permet aux banques privées de privatiser leurs gains, c'est-à-dire d'en encaisser les bénéfices, et de socialiser leurs pertes, c'est-à-dire d'en faire payer ces pertes par l'ensemble de la population. Ce chantage est une prise en otage des populations et de leurs gouvernants, pour le seul enrichissement des systèmes financiers. Le corps social n'est évidemment pas informé de cette situation.
Une nationalisation des banques pourrait-elle être la solution? Il a pu être observé une affaire de naufrage du Crédit Lyonnais en 1992, pourtant nationalisée dès 1982, et par son renflouement étatique. Faire croire aux populations que les banques doivent collecter des dépôts pour pouvoir prêter de l'argent est un simple mensonge, à partir des mécanismes de prêt monétaire incompris. Ce sont les crédits qui font les dépôts et non les dépôts qui font les crédits. Le crédit n'est pas une création de monnaie, mais une location de la monnaie. La monnaie scripturale privée est créée par les crédits bancaires accordés à partir de rien. Elle est détruite au fur et à mesure des remboursements d'emprunts. La masse monétaire n'est qu'une fiction à un instant précis événementiel. Les crises économiques proviennent de cette nécessité d'emprunt permanent des gouvernants et de la population, pour pouvoir réaliser leurs achats de biens et de services. Le défaut provient des taux d'intérêt qui sont l'usure pratiquée par les banques. Cette pratique permet aux actionnaires des banques, mais pas seulement eux, de s'enrichir au détriment des populations qui s'appauvrissent. C'est ce modèle des emprunts permanents qui permet au système économique de perdurer. Cette situation, appelée la croissance, oblige les emprunteurs à produire toujours plus pour pouvoir honorer leurs emprunts permanents. C'est ainsi que l'État français emprunte en permanence, pour ne pouvoir rembourser que les seuls intérêts des capitaux empruntés qu'elle ne parvient plus à rembourser, et qui sont appelés la dette. Le système bancaire n'a pas de production, il gère la dette en procurant de la monnaie à partir de rien. Ce n'est que lorsque les ressources naturelles, épuisées par les emprunteurs pour pouvoir rembourser leurs emprunts, ne suffisent plus au système économique de perdurer, que le système économique se grippe. La croissance détruit les ressources naturelles et l'environnement. La partie de l'île des Grandes Caraïbes, appelée Haïti, en est une parfaite illustration. C'est lorsque la masse monétaire devient exponentielle que le système économique s'arrête, à cause de la location de l'argent créé artificiellement par les banques privées. Lorsque la destruction monétaire de l'argent artificiel est plus importante que sa création, la masse monétaire se contracte et provoque une baisse de la consommation et des faillites en cascade allant en s'accélérant. Sans le crédit, la monnaie étatique disparaît. Dans ce type de situation, la banque la plus fragile est rapidement mise en faillite et elle provoque la chute des autres banques, à cause du marché interbancaire, et par un effet dit de domino. C'est ce risque systémique qui s'est produit en 2008 par une crise de la liquidité des banques. C'est alors l'engrenage de la crise économique qui se déclenche. Les États sont alors contraints d'endiguer les banqueroutes au détriment des emplois. C'est alors l'explosion du chômage de masse et de la précarité des populations. Les politiques d'austérité et de désendettement des États sont tout simplement un suicide économique organisé volontairement. La privatisation des services publics ne sert qu'à enrichir les marchés financiers. C'est à partir de ce modèle financier, de l'usure des prêts bancaires, que certains pays européens ont contribué à la destruction systématique des économies de certains pays africains par la captation de leurs ressources naturelles, en raison de l'incapacité de remboursement de leurs emprunts contractés auprès des banques européennes. Il est facile de comprendre que ce modèle économique est sans moralité. En fait, la création monétaire ex nihilo est une création de fausses monnaies. Seulement les faux monnayeurs sont la caste dirigeante, qui a établi ce système pour pouvoir s'enrichir toujours plus et mettre les populations à l'état d'esclavage, pour leur seul profit. C'est ainsi qu'un petit groupe bancaire détenant 147 entreprises financières s'est octroyé le contrôle des 20 000 plus grosses entreprises mondiales. Les apocalypses financières. Les traders sont capables de réaliser des prises de position allant jusqu'à 50 milliards d'euros en une seule journée. Les banques encouragent ces actions en leur versant de très gros bonus. Toutes leurs actions sont constamment surveillées sur des écrans de contrôle. Et évidemment, tant qu'ils gagnent beaucoup d'argent, tout va bien pour la banque. Et puis, un jour, le système financier entre en crise. Il aura suffi de sacrifier volontairement la banque d'affaires Lehman Brothers, par sa mise en faillite aux USA, en raison de son endettement égal à 32 fois son capital, pour créer un effet en cascade sur toutes les banques mondiales.
Cette banque avait 150 ans d'existence et elle était devenue la banque de référence de la finance. C'est donc en 2007 que plusieurs millions d'Américains se retrouvent avec des crédits hypothécaires devenus subitement impossibles à rembourser. La crise des subprimes éclatait en raison d'une spéculation irresponsable. Des sociétés d'investissement comme Bear Stearns, Freddie Mac, Fannie Mae croulèrent sous les dettes et le patron du Trésor américain leur aurait injecté 200 milliards de dollars. Il sauvera aussi Goldman Sachs, dont il avait été le président et qui était devenu le principal concurrent de Lehman Brothers, seulement quelques jours après avoir refusé d'aider cette banque, au nom d'une éthique morale, puis encore ensuite 65 milliards d'aides pour Ag Assurance. L'ensemble des populations avait cru, à cette époque, qu'il s'agissait d'une leçon donnée à un capitalisme amené à son paroxysme, par un exemple pour l'avenir, afin de permettre au système libéral de redevenir efficient. S'il s'était ainsi agi d'une leçon de morale, elle n'avait aucun sens. Il s'agissait plus précisément d'abord d'un règlement de compte organisé par le patron du Trésor américain, puis de l'éclatement d'une bombe atomique, pour pouvoir en mesurer les conséquences sur les modèles économiques de la planète. Avant la mise en faillite de sa banque, le patron a accordé d'énormes bonus à ses proches collaborateurs dont 22 millions de dollars pour son propre compte, portant son profit à 500 millions de dollars sur 8 ans. Ce règlement de compte personnel aura permis de dévoiler l'action de très hauts personnages cupides et vaniteux, menteurs et traîtres, très imbus de leur pouvoir. Mais la sphère financière découvre aussi, avec stupeur, qu'un banquier de 71 ans très renommé aurait détourné 65 milliards de dollars à ses clients sur toute la zone occidentale. Originaire du très luxueux quartier juif de New York, il fait son apprentissage en qualité de petit trader et il crée sa société d'investissement. Il sera à l'origine de l'automatisation des transactions par l'informatique. Ces échanges atteignent rapidement les 10% du total des transactions traitées par Wall Street et il devient le président du Nasdaq, qui est la bourse des valeurs technologiques. Il devient alors la référence. Les investisseurs se bousculaient pour entrer dans ces modèles de placement très lucratifs. Il aurait ainsi d'abord pillé la communauté juive, des particuliers jusqu'à toutes les institutions, non pas à cause de leurs appartenances religieuses, puisqu'il était juif lui-même, mais parce qu'elle était en possession de l'argent du monde et tout particulièrement au Palm Beach de la Floride. Il s'agit d'un club très fermé des gens extrêmement riches, majoritairement juifs, dont le seul droit d'entrée est de 400 000 dollars plus d'incontournables actions de charité. Le seul souci, toujours récurrent, concerne leur placement d'argent. Et les rendements du président du Nasdaq dépassent tous leurs espoirs, et la rumeur se propage à travers la sphère économico-religieuse. Alors que les banques promettent des rendements de 2% sur les investissements, lui les propose à 10% en moyenne. Il était devenu le dealer économique de référence mondiale et il représentait un énorme privilège de pouvoir en devenir son client. Certaines banques, peu scrupuleuses et des fonds de pension, bien moins scrupuleux encore, entrèrent dans ce circuit volontairement très fermé. Des relais internationaux seront alors établis pour pouvoir pénétrer dans le sein des saints, qui jouit alors d'une confiance totale. Le principal avantage de ce modèle de placement ne pouvait qu'inspirer la confiance puisqu'il n'y avait pas la nécessité de cacher les fortunes dans les Panama Papers. Des relevés mensuels des montants actualisés, des investissements réalisés étaient scrupuleusement expédiés auprès des investisseurs. L'escroquerie portait sur de faux relevés d'investissement, car il n'y avait pas d'investissement réel. Arrêté le 9 décembre 2008, les caisses du banquier se sont avérées vides, l'argent s'y était évaporé. Il est depuis incarcéré pour 150 ans, dans une prison dorée, sur une vaste propriété sans barreaux. Le modèle économique reposait sur la pyramide de Ponzi, qui consiste à verser les intérêts dus aux premiers investisseurs avec l'argent des dépositaires suivants. Cette cavalerie ne peut perdurer indéfiniment, 21 ans est déjà un record. Le gendarme, censé être une agence de surveillance de la bourse américaine, n'aurait rien remarqué d'inquiétant,
pendant tout ce temps, malgré toutes les enquêtes, classées sans suite, et aussi malgré les avertissements réitérés de suspicion, des traders ayant flairé la fraude. Cet escroc était surnommé « le bon du trésor juif », mais Israël en aurait d'abord fait les frais, à cause de la philanthropie des généreux donateurs de sa diaspora, actuellement dénudée. Les directeurs des banques responsables des placements et de la banqueroute organisée n'ont aucun scrupule envers les victimes et leur sort les importe nullement. Aux États-Unis, l'État américain considère les victimes comme des complices et exige le remboursement des intérêts perçus, notamment à Palm Beach, et ce malgré la mise en faillite des victimes. Des suicides s'en seront suivis. Mais aucune rédemption du système économique n'est envisagée ni envisageable. Cette arnaque avait été inaugurée par Ponzi dans les années 1920, réactualisée en 1986 jusqu'en 2009 pour seulement 5 milliards de dollars, par un narcissique égocentrique et stupide, un vrai Texan abruti et menteur établi d'abord à Montserrat, puis à Antigua dans les Caraïbes, où la corruption était le sport favori. Une île qui compte 300 banques pour 12 000 habitants, où le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale et le crime financier y sont tout simplement encouragés. Il avait déjà inauguré la faillite du système financier américain, après avoir d'abord fait faillite dans la production de muscles de ses 7 salles de fitness. Il se rendait à ses rendez-vous en hélicoptère. Son seul défaut consistait à ne pas régler les factures et à encaisser la caisse enregistreuse. Mais sur les Caraïbes c'était plus sérieux, il y a créé la Guardian International Bank Ltd, puis la Stanford International Bank Ltd, où les placements représentaient un pourcentage convaincant et raisonnable, au chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars. La direction y était assurée par un ancien assureur, un avocat, un juge et un vendeur de voitures, tous totalement incompétents en connaissances financières, mais il prend la précaution de s'assurer les services d'un vrai comptable. Des spots publicitaires y étaient diffusés sur CNN. Son train de vie devient tout simplement inimaginable. Il possédait seulement 7 avions, mais on ne comptait plus ses maisons. Sa fortune dépassait les 2 milliards de dollars. Lui, non plus, n'a jamais été inquiété par les autorités américaines. Des enquêtes subodorant l'arnaque financière, là aussi classées sans suite. Pourtant sa richesse devient extravagante en face de la misère de la population vivant dans un dénuement total, dans des baraquements en tôle ondulée. Beaucoup de ces miséreux étaient conscients du pillage de l'île par cet arriviste économique qui achetait tout ce qui était à sa portée, avec l'accord des responsables locaux corrompus. Il a été condamné à 110 ans de prison, dans une vraie prison sans complaisance. L'île, une ancienne colonie anglaise, était devenue une colonie Stanford, malgré son indépendance. Une dictature s'y était à nouveau installée, pour peu de temps toutefois. En 2008, d'autres escrocs allaient tout renverser en détruisant le marché financier et toutes les banques Stanford. La société humaine sous contrôle. Une oligarchie internationale, autoproclamée, constituée par un cartel bancaire et financier, regroupe les plus hauts responsables des grands groupes militaires et civils et des services de renseignement multinationaux. Leur puissance et leurs influences sont incommensurables. Leur plan est la conquête globale de la planète. Le nouvel ordre mondial a pour ambition de neutraliser toutes espèces de gouvernements légitimes. Cette dictature planétaire est assurée par les richesses monétaires accumulées et par les privilèges ainsi obtenus. Ils détiennent les 99% de la masse monétaire mondiale. Leurs pouvoirs sont totalitaires, despotiques et tyranniques. Ils peuvent déterminer et appliquer le sort qu'ils auront à infliger à chaque peuple. Le système monétaire, actuellement établi sur la dette artificielle des États, a servi à créer une impasse totale où les emprunteurs sont condamnés à emprunter pour pouvoir payer les intérêts des emprunts dont le capital non remboursé devient alors exponentiel. Ce modèle est aussi appelé « chaîne de Ponzi ». Il s'agit d'un système monétaire mafieux. Or, 99% des populations ne comprennent pas le fonctionnement des supercheries financières et sont complètement inconscientes des conséquences machiavéliques engendrées par ces pratiques.
Les mêmes plans, de pauvreté, de chômage, de suprématie militaire, sont en marche depuis la Première Guerre mondiale. Les récessions économiques successives sont le résultat des politiques globales établies selon des procédés élaborés par le nouvel ordre mondial. Les complexes militaro-industriels ont adopté une stratégie de guerre perpétuelle afin de renforcer en permanence leurs profits et leur pouvoir. Ils ont établi à l'avance quel sera leur prochain ennemi, au long des années. Leurs plans, jusque-là, se sont avérés conformes à leurs ambitions. Ce gouvernement de l'ombre a parfaitement contrôlé la situation. Vers un chaos bancaire ? L'espèce humaine serait, dès à présent, située à un moment critique de son histoire. Elle vient d'acquérir, très rapidement, de nombreux avantages technologiques, sans qu'elle n'ait pu progresser sur un plan moral, pour pouvoir les assumer en toute conscience. En mars 2013, les citoyens de la partie grecque de l'île de Chypre perdaient 60% de leurs avoirs bancaires. Bien que les peuples d'Europe se remettent à peine de la grande crise grecque et chypriote, mais aussi du renflouement des banques européennes, au cours de la crise bancaire de 2008, et de la terreur qu'a provoqué l'idée de ponctionner les comptes bancaires des particuliers, le danger demeure. Aucune des grandes démocraties occidentales ne protège ses citoyens. La confiscation, en cas de crise bancaire renouvelée, serait devenue le principe fonctionnel pour tous les grands pays, même si certains États, comme la France, font semblant de s'y opposer pour ne pas susciter une fuite des dépôts bancaires. Toutes les grandes organisations, États-Unis, Canada, Europe, ont discrètement inscrit le principe d'une participation des déposants à la résolution des futures crises bancaires. Que se passerait-il si un effondrement mondial du système bancaire se produisait prochainement, quelles que puissent en être les raisons? Cette éventualité est pourtant à prendre en considération, surtout si elle devait être volontairement orchestrée par l'oligarchie dirigeante. Ses conséquences dans le modèle actuel de l'organisation de la société humaine aboutiraient, inexorablement, à une guerre civile généralisée, partout sur la planète. Il est prévisible et évident que le chaos a été vérifié et qu'il est prêt à être mis en œuvre. L'organisation sociale, dorénavant programmée et envisagée à très court terme, consisterait à exploser la société en petites factions antagonistes permettant d'en obtenir, par voie de conséquence, son total contrôle. L'effondrement des banques déterminerait un collapse gigantesque de l'économie, où les échanges monétaires n'existeraient plus. L'organisation économique actuelle laisserait la place à des pillages de masse qui créeraient un chaos globalisé. La guérilla urbaine dévasterait tout de la précédente organisation, pour laisser la place à des factions armées cherchant à établir, chacune à leur façon, leur suprématie. Une dictature militarisée serait ensuite nécessaire et réalisée. Le collapse ne sera pas terminé pour autant, car chaque pays cherchera ensuite à provoquer l'effondrement de ses voisins. Cependant, le but est d'établir un gouvernement planétaire de nouvel ordre mondial, permettant une domination drastique des populations. La confrontation devenant globale, dans un même laps de temps, serait irréversible pour la société humaine. Notre civilisation traverserait une phase critique risquant de lui devenir fatale. La volonté actuelle de prépondérance d'une civilisation occidentale, de par son fonctionnement, par une économie capitaliste mondialiste, serait en confrontation totale avec les autres structures économiques. Mais elle impacterait aussi les valeurs sociales, politiques, morales, culturelles, philosophiques et religieuses de la planète. Ce qui aurait pour conséquence un irréversible ethnocide, soit une destruction de tout ce qui ne correspondrait pas aux dogmes spéculateurs mis en place. Un holocauste global semble inévitable. Notre technologie est en totale opposition avec notre manque de moralité. Notre patrimoine spirituel serait absolument inefficace parce que complètement inadapté. Une première expérimentation aurait été planifiée par l'intermédiaire de la banque US Goldman Sachs, sur la Grèce et sur l'île de Chypre, pour évaluer le fonctionnement du dispositif de déstructuration des États-nations.
Sa suprématie devrait devoir s'étendre sur tous les autres pays de l'Union européenne, au fur et à mesure du déroulement des élections, toutes établies sous le contrôle et les orientations de cette banque américaine. Ce scénario catastrophique est parfaitement envisageable et il serait même complètement prévisible à très court terme. Selon certains milieux bien informés, le chaos économique pourrait être déclenché au cours des 10 prochaines années. Quelles attitudes à adopter ? Dans le cas du constat qu'une banque européenne, par exemple, afficherait un désordre, suivi d'une rapide banqueroute, il conviendrait d'adopter plusieurs attitudes. Le premier réflexe consisterait à rapatrier un maximum de ses avoirs bancaires avant la fermeture en cascade, prévue, de toutes les banques et de leur contrôle militarisé, comme à Chypre. Une telle situation entraînerait rapidement des émeutes et des guerres civiles incontrôlables et volontairement incontrôlées, pendant plusieurs semaines. Il serait donc particulièrement opportun de créer rapidement des stocks de nourriture pour plusieurs semaines avant que le chaos total ne se soit installé. Ensuite, il sera trop tard. Dans l'urgence, il serait indispensable de mettre en service une monnaie de substitution, à l'exemple des monnaies locales, en fonction de leur répartition en France. Les organisations dispersées, d'abord sur le territoire et puis dans chacun de leurs modèles en monnaie locale, seront des exemples à utiliser et si possible à fédérer dans une organisation nationale. La première démarche consisterait à approvisionner d'abord les populations sans revenus, d'une monnaie de substitution à l'euro, sans création de billets ni de pièces, et de la même valeur que l'euro. Les transactions établies avec les partenaires commerciaux et entrepreneuriaux se feraient par l'intermédiaire des moyens de transfert monétaire informatisés, centralisés par un organe national de gestion des comptes. Ce serait là un premier pas, mais toutefois insuffisant. Il deviendrait indispensable de créer une nouvelle organisation de la société par l'établissement d'une charte à respecter. Cette charte devrait préciser que cette monnaie ne peut pas être spéculée, ni être dépréciée. Les signataires économiques, commerçants et entrepreneurs, devraient respecter une valeur établie d'avance, de leurs marchandises et de leurs services, sans inflation possible dans le temps. Un versement mensuel égal à une valeur de 2 000 € serait effectué aux signataires de la charte, régissant la nouvelle organisation monétaire. Ce versement serait assorti d'un contrat de coopération économique correspondant à un contingent de 80 heures mensuelles maximum. Chaque adhérent devrait exercer une activité de coopération économique approuvée par l'organisation. Les handicapés, les femmes enceintes et celles ayant un ou plusieurs enfants, ainsi que les personnes de plus de 55 ans, seront exemptées de cette coopération économique, mais pas interdites. La répartition des 20 heures hebdomadaires maximum permettrait de pouvoir rechercher une activité professionnelle. Cette répartition serait pilotée par des responsables locaux, regroupant un nombre de personnes affiliées à définir. Les cas particuliers, dans l'organisation de la charte, seront répertoriés en annexe de la charte comme, par exemple, un versement monétaire supplémentaire par enfant mineur. Des représentants départementaux et régionaux auraient en charge le contrôle de la bonne organisation des structures économiques établies. Cette situation pourrait continuer, même après que la situation d'insurrection soit revenue à l'apaisement, et que les institutions traditionnelles auraient pu reprendre le contrôle de l'économie nationale normale. Cette nouvelle structure économique permettrait de pallier aux déficiences des organisations économiques spéculatives. Elle serait un bon moyen de compenser les licenciements et autres événements causant des pertes de revenus, pour quelque raison que ce soit. Il ne s'agirait pas d'un revenu universel. Des prêts monétaires avec intérêt. L'usure est l'outil qui permet aux riches de s'enrichir et aux pauvres de s'appauvrir. Par cette usure, l'intérêt sur l'argent, ainsi que les manigances politiques, guerres, pandémies, coups d'État, terrorisme, et les rebondissements économiques, crise, inflation, dévaluation, les banquiers mondiaux créent des dettes nationales phénoménales dans chaque pays. Quand l'intérêt de ces dettes devient trop difficile à payer, ils forcent leurs dirigeants à leur céder les richesses naturelles du pays et à privatiser les systèmes publics. Sans usure, pas de riches et pas de contrôle. En 1924, l'Association des banquiers des États-Unis écrivait
Le capital doit assurer sa propre protection par tous les moyens possibles, grâce à la coalition et à la législation. Les dettes doivent être collectées et les hypothèques exercées le plus rapidement possible. Lorsque les personnes, ordinaires, perdent leur maison à travers le processus de la loi, elles deviennent plus dociles et peuvent plus facilement être dirigées grâce au bras fort du gouvernement représenté par les principaux acteurs financiers et par une puissance centrale due aux richesses. Ces vérités sont bien connues de nos principaux intervenants qui s'appliquent désormais à créer un impérialisme permettant de gouverner le monde. En divisant les votants grâce au système de partis politiques, nous les manipulons afin qu'ils dépensent toute leur énergie pour des problèmes n'ayant aucune importance. C'est donc grâce à une action discrète que nous garantirons la pérennité de ce que nous avons si bien planifié et accompli. La mentalité humaine n'a pas changé depuis l'Antiquité. À cette époque, la monnaie physique a été inventée par des souverains pour la mise en place d'armées afin de conquérir des territoires. Elle a aussi servi à établir une dépendance des populations à la monnaie par la levée des impôts. Toutes les dettes réglées par la monnaie imposée leur permettant d'acheter les biens des peuples ainsi soumis à leur diktat. C'était la même organisation qui gérait la création monétaire, les armées, la législation, la justice et les forces de l'ordre. La situation reste identique aujourd'hui, avec la monnaie comme instrument de domination impérialiste. C'est la Banque des règlements internationaux qui est devenue la dirigeante du nouvel ordre mondial. Les propagandes et les guerres permettent de l'instaurer. Les intérêts de la corporation bancaire sont aussi ceux de la classe politique. Au XVIIe siècle, Mayer Rothschild, considéré comme le précurseur de la finance internationale, écrivait: Donnez-moi le droit d'émettre et de contrôler l'argent d'une nation et alors, peu m'importe qui fait ses lois. Quel pouvoir reste-t-il au peuple? Celui qui établit les lois détient le pouvoir. L'aristocratie précise que c'est le meilleur qui doit détenir le pouvoir et donc écrire les lois. L'oligarchie précise que c'est un petit nombre de puissants qui détient le pouvoir. La démocratie signifie que c'est le peuple qui détient le pouvoir et qui décide des lois. La fédération suisse est souvent désignée comme démocratique, en octroyant certains pouvoirs de décision par les consultations référendaires. Toutefois, ce sont ses représentants qui décident dans l'Assemblée fédérale et déterminent la politique du pays. C'est la Norvège qui se rapprocherait le plus d'une démocratie, sans toutefois respecter le vote des lois par le peuple. La France est dirigée par un gouvernement représentatif, élu parmi la classe politique, il s'agit donc bien d'une oligarchie qui en détient le pouvoir. Voltaire avait écrit: Un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui, et le gouverne. Le gouvernement représentatif ne donne de pouvoir qu'aux plus puissants et aux plus riches en garantissant leurs intérêts. L'Union européenne représente le pouvoir établi par Goldman Sachs. Frédéric Bastiat, économiste, avait écrit: Quand le pillage devient un moyen d'existence pour un groupe de dirigeants qui vit au sein de la société, ce groupe finit par créer pour lui-même tout un système juridique qui autorise le pillage et un code moral qui le glorifie. C'est ainsi que s'est organisé le pillage de la planète et une destruction de son environnement au nom d'un consumérisme exponentiel au détriment des masses misérables qui ne peuvent qu'assister à ce désastre irréversible. Le maintien du régime oligarchique ne peut se réaliser que par la création d'une monnaie privée temporaire, en élargissant la dette étatique, la spéculation boursière, les marchés financiers, les guerres, les optimisations fiscales, et la complicité des acteurs politiques gracieusement indemnisés. L'humanité est ainsi contrainte à détruire sa planète pour continuer à enrichir l'oligarchie financière. Jusqu'à quand? La fin d'une économie commerciale. Elle permettrait de reconfigurer la société humaine. Le gouvernement traditionnel n'est qu'un prolongement du commerce, son rôle principal est de surveiller et de réguler l'économie. Imaginez pendant un instant que nous n'ayons plus besoin d'un quelconque type d'économie commerciale. Pas de marché, pas de monnaie, pas de travail ni de salaire, pas de factures ni de taxes. Cela deviendrait rapidement difficile de voir quel pouvoir ou but un gouvernement pourrait avoir dans un tel système.
Faisant partie inhérente de l'économie, le gouvernement lui-même est limité par ce qu'il peut faire. Nous sommes tous au courant des coupures budgétaires dans les services de l'État, de la dette nationale, des histoires de corruption, des groupes de pression corporatifs, des intérêts particuliers menant à des politiques indésirables. Le gouvernement dont tous ses membres, étant plus ou moins soumis à l'économie, n'a qu'un pouvoir de contrôle très limité. Au lieu de se focaliser sur des châtiments sans fin, une justice et la rédaction de la loi, nous devrions plutôt nous questionner sur les raisons de ce comportement antisocial et s'occuper directement de ce problème. Si vous avez besoin d'une loi vous disant quoi faire et ne pas faire, n'est-ce pas vraiment le signe que le système ne répond pas aux besoins de son peuple et que la population est pauvrement éduquée? Ne devrions-nous pas plutôt aspirer à une société dans laquelle les gens ne veulent pas ou n'ont pas besoin de faire du mal aux autres? La loi est l'instrument contondant que nous utilisons pour cacher nos failles afin de créer une société satisfaisante et proprement éduquée. Donnez aux gens ce dont ils ont besoin, ils n'auront plus besoin de vous voler. Renforcez l'empathie naturelle des gens afin qu'ils comprennent l'inutilité de vous faire du mal. Bien évidemment, ceci n'arrêtera pas tous les crimes, mais ils devraient être éradiqués aux environs de 99%. La concentration de la richesse est fondamentalement inévitable dans un système de marché commercial et de propriété privée. Cela crée un flux à sens unique canalisant graduellement la richesse vers le haut. Il est important de noter que tout système se basant sur la rareté incitera toujours à la cupidité et à un comportement égoïste. Dès qu'une technologie apparaît pour remplacer le travail d'un humain, le poste disparaît aussitôt et ne réapparaît plus jamais. Comme de plus en plus de gens perdent leur travail à cause de la technologie, le chômage augmente, le pouvoir d'achat diminue, créant ainsi un système de plus en plus dysfonctionnel. Les gouvernements et les banques accordent continuellement du crédit monétaire afin de garder le système à flot. N'avez-vous jamais considéré l'idée qu'un soldat de l'armée régulière qui obéit aux ordres est en fait un assassin? Il ou elle a complètement abandonné son propre sens moral intérieur pour infliger mort et destruction aux autres. N'est-ce pas incroyable que presque toute la société considère cela normal? Et dans certains cas, même honorable. Pouvez-vous être plus déconnecté quand vous tuez gaiement d'autres gens en pensant que vous ne faites rien de mal? Dans tout autre contexte, cela serait considéré comme un comportement psychopathe. Nous allons apporter un changement radical à notre société, ou bien un changement radical nous arrivera, puisque nos problèmes nous amènent petit à petit inéluctablement vers un effondrement sociétal, économique et environnemental. Aussi longtemps que vous suivrez les mêmes règles, vous aurez les mêmes résultats, la concentration des richesses et une masse de perdants. L'analogie du marché capitaliste avec le jeu de société, Monopoly, est parfaite. Les méthodes et les idées pour une économie ouverte en dehors du commerce et du gouvernement vous sont déjà familières. Nous n'avons simplement qu'à les appliquer d'une nouvelle façon. Mais une économie ouverte ne se résume pas seulement à s'adapter à un nouvel ensemble de paramètres afin de survivre, il s'agit aussi de profiter d'une opportunité historique en transcendant nos méthodes primitives et féodales pour créer un formidable paradis de vie pour chacun d'entre nous. Lorsque nous regardons de très près tout ce qui est possible dans une société humaine, nous réalisons que nous pouvons créer tous les types de sociétés que nous voulons. Et aussi longtemps que cette société couvrira les désirs de base de survie du peuple, elle sera florissante. Une économie ouverte consiste à changer conjointement nos priorités pour un but commun. C'est une approche globale pour faire fonctionner une société humaine de façon optimale avec compassion, servant équitablement à tout le monde. Ceci ne peut être réalisé qu'en sortant des contraintes traditionnelles du commerce et de la gouvernance et en agréant à un but commun. Nous gravitons à l'intérieur de groupes, d'équipes, de villages et de villes. La gravité sociale est la force qui nous lie naturellement, c'est ce qui maintiendra l'ordre, l'équilibre et l'efficacité dans l'économie ouverte. Plus les gens en bénéficieront, plus cette force deviendra puissante. Lorsque la survie n'est pas menacée, un comportement paisible et naturel chez tout animal, les humains inclus, l'idée de base est de réduire au minimum l'implication des gens en partageant le plus largement possible la charge de travail parmi la communauté.
Chaque communauté aurait son propre centre d'information comprenant un inventaire complet des ressources, des personnes et des qualifications disponibles. Une telle base de données serait entretenue et gérée par les utilisateurs et connectée aux autres communautés. La section des ressources servirait de plateforme répertoriant par lieu les offres et les demandes pour que les utilisateurs puissent proposer, trouver et demander les ressources dont ils ont besoin. Une économie ouverte performante nécessite la coopération de tout le monde pour créer l'abondance et les multiples qualifications désirées. La vraie démocratie est trop dangereuse pour la finance internationale, car elle peut amener au pouvoir des personnes véritablement choisies par le peuple avec des idées aussi saugrenues que la défense des intérêts nationaux, la patrie, la protection sociale, la morale, l'éducation et la culture, le service public ou encore l'état de droit. Ce risque ne peut être accepté quand il s'agit de globaliser ou plus exactement d'américaniser et de subordonner les peuples aux puissants réseaux politico-bancaires pilotés par Washington. Il est donc nécessaire de tendre vers une pensée unique. Il conviendrait de définir ce programme comme une force haineuse et destructrice des valeurs morales. Sa suprématie serait établie sur la division permanente de l'humanité pour pouvoir mieux la contrôler. L'humanité serait tout simplement leur ennemi. C'est là, la simple réalisation d'un monstre de cupidité. Pourtant, il suffirait que l'humanité prenne conscience du fléau pour que ce pouvoir cesse d'exister. Une intelligence économique, le dollar ne devrait plus être utilisé en monnaie de référence. Cette monnaie est imposée par les USA, avec tout le cortège des lois américaines qui l'accompagnent. Il s'agit d'un non-sens puisqu'il est impossible de contrôler la valeur de cette monnaie d'échange. Ce sont les États-Unis qui décident du sort du dollar. Une organisation financière a été créée par les pays émergents, dont la Chine, pour devenir un équivalent du Fonds monétaire international. Or, la Chine est maintenant en possibilité de devenir la principale puissance mondiale. Elle contrôle plus de 30% des réserves du Trésor américain. Elle peut donc, de ce fait, mettre en difficulté le modèle économique US dès qu'elle le souhaitera. Dans les 5 prochaines années, l'essentiel de l'économie mondiale, soit plus de 50%, sera réalisé en Asie. La Chine prendra ce prétexte pour imposer sa monnaie, le yuan, comme modèle de référence, en lieu et place du dollar. L'euro ne demeurera que comme monnaie complémentaire, s'il existe encore. Toutes les collections. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Et les populations esclaves sont téléchargeables gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Ces 2 collections, également accessibles en livre broché. Au format A4, en collection luxe, tout en couleur et en livre de poche, sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. Ce dernier ouvrage, humanoïde, est accessible dans les mêmes conditions. La totalité des 2 collections ainsi que ce dernier ouvrage, humanoïde, sont en conférence vidéophonique sur YouTube et répartis par chapitre.